Les conversations, premier film. Je te remercie beaucoup pour cette invitation, Alice, et puis aussi Julie qui nous a réunis ici. J'ai envie de dire que n'importe qui peut être cinéaste à partir du moment où il a un peu une réponse à la question qui va se poser de ok, moi je suis garagiste, je veux faire un film sur le garage, et bah c'est parti. Julie te présente souvent comme un personnage de film dans la vraie vie. Donc un cabriolet rouge des années 90 avec les phares qui sortent. Et je voulais avoir comme la lumière d'un tunnel au-dessus, donc on n'allait évidemment pas filmer dehors. Un parking c'était trop bas, il fallait trouver un endroit où on puisse mettre la voiture qui supporte le poids. Et on a tourné dans une salle de répétition de théâtre. Tous les moyens sont bons pour s'échapper. Moi je trouve que c'est un réflexe de personnage principal d'un film. C'est pas un réflexe qui ressemble nécessairement à celui de tout un chacun au quotidien. Enfin, dans chaque vie, c'est comme les arbres sur lesquels les animaux viennent se gratter, quoi. Chacun verra pas le même arbre. Genre, un ours, il a besoin d'un conifère et un lapin, il va pas voir le même arbre, il aura pas la même utilité, quoi. Chercher une histoire à raconter, c'est ça peut être juste un but en soi, quoi. On peut se raconter des histoires au café, mais si on peut les raconter en film, c'est encore mieux, quoi. En fait, je pense que j'avais ce truc, ce désir de vivre des personnages. Je pense qu'aussi le désir de faire un film, c'était aussi avant tout le désir, peut-être comme Martin, celui de vivre une vie, tu vois, et de s'identifier à un personnage, tu vois, je sais pas, je pense à c'est tous ces personnages qui font des fuites en avant. Là, par exemple, je porte des chaussures Decathlon Equidia et pour autant, je suis pas venu à cheval. Mais j'aurais pu venir à cheval. Et ça aurait été génial. Le grand baiser de cinéma, cette apothéose de fin de film qui arrive comme un soulagement. Et en même temps, le dialogue avec cette espèce de tension dans un tunnel, ce truc en même temps complètement fictif où personne ne conduit et se roule des patins en même temps, donc on peut pas y croire. Parce que moi, c'est comme ça que je vis la romance aussi. Pour moi, c'est une espèce de tout combiné. Même en tant que spectateur, finalement, on voit des films pour combler quelque chose peut-être qui nous manque. Je me considérais extrêmement chanceuse d'aimer voir des films parce que je peux, en ne produisant quasiment aucun effort, avoir ma vie bouleversée par une œuvre que quelqu'un aura mis des années à injecter et à mettre en œuvre, justement. Et ben, c'est un luxe extraordinaire. Moi, j'ai juste à payer ma place de cinéma, quoi. Par la force des choses, on fait des images, mais je crois que c'est surtout ce qui nous anime, c'est les histoires, tu vois. C'est aussi des images qui sont faites pour amener à penser sur sa propre expérience, sur les films qu'on a aimés, sur la romance, sur les souvenirs. Finalement, prendre du temps dans sa vie et avoir la chance de se dire, bah, moi, maintenant, je fais des images et je travaille avec des gens, c'est un luxe inouï, en fait. Et, euh, et je trouve ça très important de bien le vivre. C'est-à-dire de faire des images, de travailler avec des gens qu'on apprécie, d'avoir une liberté de composer des images et de pouvoir les transmettre aux autres. Et il faut aussi que le moment où on fasse l'image soit joyeuse, quoi. En plus, c'est assez intéressant parce que Martin, qu'on ne voit pas par le podcast, a quand même un visage très cinématique, quoi. C'est vrai qu'il y a ce truc, comme tu t'avais écrit sur Kissing in a Cabriolet, où c'est vraiment le visage du jeune premier de cinéma, quoi. T'es jeune. C'est marrant parce que c'était la deuxième personne qui dit ça. La première, c'est quand je faisais de la figuration sur un film de Danny Boone, qui m'a pris à partie et qui m'a fait: toi, le jeune premier là-bas, là. Plus particulièrement pour parler de films, parce que c'est quelque chose qui nous, je pense, tous les quatre nous parle et fait écho dans nos différentes pratiques. C'est vrai que Kissing in a Cabriolet, la pièce de Julie qui a été présentée au festival, moi j'avais pu écrire des textes dessus. J'ai aussi fait de la critique cinéma pour des médias en ligne ou pour une radio étudiante. Mais du coup, voilà, je pense que c'est peut-être intéressant qu'on commence en justement décrivant notre rapport du cinéma à chacun. Moi, j'aurais peut-être plutôt cet angle un peu critique. Je suis vraiment spectatrice, je produis absolument pas d'images. Et ce sera peut-être un peu différent pour Julie et Jules. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu ? Oui. Pour moi, les films, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, toutes les pièces que j'ai réalisées ces dernières années sont toutes basées sur des images de films, sur des réalisateurs, sur des gestes cinématographiques très forts. Et, euh, et c'est vrai que d'avoir invité du coup Jeanne, Martin et Jules, c'est
c'est un peu mon équipe du quotidien autour de tous ces projets-là. C'est un truc que j'ai découvert assez tard, en fait, le cinéma. C'est pas un truc de l'enfance ou... c'est pas tellement... genre, j'étais pas cinéphile, tu vois, quand j'avais 5 ans, je regardais trop de films et tout. C'est vraiment un espèce de truc que j'ai découvert plutôt avec... genre, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie ? Et du coup, c'est pour ça que mon rapport au cinéma, c'est plus un truc du réel, d'expériences vécues, de mon regard à travers une série d'événements de la vie, quoi. Et bon, t'es aussi réalisateur, donc j'imagine que le rapport au cinéma, c'est aussi un rapport maintenant qui est peut-être d'ordre vraiment professionnel, quoi. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que déjà, je me considère pas comme réalisateur, mais plus comme cinéaste. Parce qu'un réalisateur, pour moi, c'est vraiment un technicien au service du film. Alors qu'un cinéaste, je trouve que ça a un sens un peu plus large. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir envie de s'attaquer à un sujet de cinéma. Et pour s'attaquer à ce sujet-là, il va se servir de sa palette de sensibles. Donc un cinéaste, c'est quelqu'un qui est un peu multiple, tu vois. C'est quelqu'un qui... J'ai envie de dire que n'importe qui peut être cinéaste à partir du moment où il a un peu une réponse à la question qui va se poser de... Ok, moi je suis garagiste, je veux faire un film sur le garage, et bah c'est parti, tu vois. Je peux le faire parce que je suis dans le garage. Mais du coup, ouais, par rapport à ce truc de professionnalisme, moi j'ai un peu de mal avec ça parce que je préfère rester aussi en distance et me dire que je peux être autre que juste réalisateur. Je respecte, donc on dira maintenant Jules Talbot, cinéaste et pas réalisateur. Et peut-être Martin, du coup, toi aussi, ton rapport au cinéma et peut-être aussi le lien avec ta pratique, s'il y en a. Yes, bah, on va dire que je... Enfin, pour le coup, c'est un rapport quotidien dans le sens où je pense que ça remonte dès l'enfance. Non pas que je regardais des grands films et que mes parents m'aient baigné dans des Maurice Pialat ou autre chose très culturelle, mais je sais pas, les premiers souvenirs qui me viennent, ça va être Le Roi Lion. C'est des films que j'ai regardés genre des milliers de fois. Ou alors avec mes frères, les Disney, les Mary Poppins et les trucs comme ça qui nourrissent un petit peu, au même titre que la réelle, une forme de rêve et une forme de... Ouais, qui nous donne plein de possibilités au quotidien, on va dire. Et après, dans mon travail, je pense que ça se révèle comme ça. J'ai pas un travail de cinéaste ou de réalisateur. J'ai essayé, mais j'ai souvent perdu toutes les images que j'avais commencé à tourner. Mais en revanche, il y a un dessin animé que j'adore. Non pas que je sois féru de dessin animé, même si ça peut le paraître là, qui est Martin Matin. Et je pense que ça résume bien ma manière de travailler. C'est que tous les jours, il se lève un petit peu différent de la veille. Enfin, complètement différent, avec un métier complètement différent. Et je pense que c'est ça que permet le rapport à la fiction et au réel. Et en tout cas, mon rapport au cinéma, il est plus dans ce changement justement permanent et quotidien que permet un film. Bah, c'est vrai que là-dessus, Julie te présente souvent comme un personnage de film dans la vraie vie. Je sais pas si t'es au courant de ce surnom qu'elle t'a donné. Ouais, mais justement, c'est là où ça devient intéressant quand on parle de cinéma et de rapport à l'image et au réel. C'est que il y a une forme de transmissibilité des images qui n'est pas du tout la même en fonction des gens. Enfin, Julie, l'importance qu'elle accorde à mon comportement ou à la manière dont je suis, c'est qu'elle doit avoir une sensibilité qui fait qu'on se comprend sur certains points. Et c'est ça aussi que je trouve beau quand on regarde des films, c'est qu'il y a une espèce de transmissibilité un peu sensible qu'on ne saurait vraiment expliquer. Et c'est ça qui est assez beau en fait dans le cinéma. Bon, bah, d'ailleurs, on va peut-être rêver un petit peu avec quelques questions qu'on a choisies pour se situer les uns les autres, se présenter un peu différemment, justement, toujours dans notre rapport au cinéma. Et ces questions vont nous permettre d'imaginer peut-être qui serait, par exemple, le membre de notre famille célèbre issu du monde du cinéma qu'on aimerait avoir et quelle place dans la famille occuperait-il ? Est-ce qu'il y a des idées, Julie, tu y as réfléchi un peu ?
Ah bah pour moi c'est une certitude et c'est une erreur du destin, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir Jim Jarmusch comme oncle. Toute l'adolescence, ce serait aller à des concerts du Wu-Tang Clan, être toujours emmené partout, ça aurait été exceptionnel. Pas mal. La place d'oncle, c'est pas mal parce qu'on n'a pas forcément envie de les avoir pour parents, les gens du Cinoche. Hein. Mais non, moi j'avais pensé aussi comme tante Agnès Varda, parce que comme ça en plus, le mec de ta tante c'est Jacques Demy. Je pense que quand t'es enfant, tu passes des bonnes journées, ils t'emmènent genre à la fête foraine, ils te font faire des trucs chouettes. C'est clair. Non? Ouais. Peut-être Jules, je sais pas si tu y as réfléchi toi. Ouais, en fait, je crois que la question qu'on s'était posée, c'est Parlez quel, bien dans le micro, s'il vous quel, plaît, ré- genre. quel réalisateur... Tu veux te calmer Désolé de couper l'ambiance. Ouais, la question qu'on s'était posée à la base, c'est quel réalisateur ou réalisatrice on aimerait avoir comme membre de notre famille. En fait, j'ai un peu réfléchi, Et j'ai pas trop réussi à trouver parce que on s'identifie plus aux comédiens, aux acteurs, parce qu'en fait, c'est d'eux qu'on parle, c'est eux qu'on voit à l'image, tout ça. Mais du coup, là, j'ai réfléchissais ce matin sous la douche. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah, Michel Hazanavicius, ça m'aurait fait marrer en tant qu'oncle un peu. C'est cette espèce de lutin à lunettes là qui fait des films drôles. Pas mal. Pas mal. Je sais pas si Martin, toi t'as une idée. Ouais. Abel Ferrara. Ouais. Pas très fun. Non, justement, archi pas fun, genre le mec qui débarque au dîner vraiment avec sa gueule de travers et qui peut aussi faire office de oncle qui a traversé toutes les formes de spiritualité et d'héroïne. Moi, ça me fait marrer. Ouais. Bah, pas mauvais choix en réalité, peut-être pour ces raisons. Un film Plaisir coupable. Mais surtout, Jeanne, on attend ta version. Bah ouais, Ah oui, tu l'as Bah, donné, ouais. pardon. Excuse-moi. Je l'ai donné après toi. Un film Plaisir coupable. Moi, je suis pour qu'on arrête de parler de plaisir coupable de manière générale. Parce que je pense que. Enfin, il n'y a rien de coupable à trouver des choses intéressantes qui ne soient pas forcément extrêmement nobles. C'est le cas de tout le monde. Donc, il faut jeter cette culpabilité et assumer tous ces plaisirs. Moi, j'adore tous les chick flicks des années 90, les rom-coms un peu pour ados, mais même les films genre Disney Channel. C'est quoi genre, les chick flicks, pardon parce que c'est des films pour des nanas, quoi. Chic. Ah ouais. C'est, je sais pas, Lolita malgré moi, je trouve que c'est un film qui est très bien écrit. Et j'assume, j'ai pas de soucis. Ouais, mais tant mieux pour toi. Moi, c'est Titanic, par exemple. Mais Titanic, c'est un chef-d'œuvre. Bah oui, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est... Coupable, Titanic. Bah non, c'est pas coupable, mais si tu veux, je me souviens très bien que je le regardais quand j'étais petit. Ma mère m'interdisait de le regarder et je comprenais pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, je chialais à chaque fois que je le regardais et j'étais inconsolable. Donc là, ça devient un petit peu coupable ou pas. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi j'avais plus le droit de regarder C'est un Titanic. plaisir sadique, en fait. Ouais, mais ouais, non, mais ouais, complètement. Bah, pour moi, ça va être Jackass. Donc, on est aux antipodes Ouais. de Mean Girls. Mais Ouais. le problème, c'est quand je commence, je peux plus m'arrêter. Et ça arrive 2 fois dans l'année où pendant 8-9 heures, je me retrouve à regarder tous les Jackass sans cesse. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est cathartique aussi, tu penses? C'est ton envie de voir quelqu'un manger une grenouille vivante ou Bah, c'est quoi? Non, mais c'est un peu comme le RuPaul Show. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre américains parce que ça a l'air hyper accessible, hyper bateau et hyper simple. Et ça crée des questionnements très, très deep, quoi. C'est Jackass, c'est un peu toute la véhémence et tout le manque de profondeur qu'on pourrait avoir dans cette époque. C'est un prolongement de South Park et en même temps, c'est une réussite éclatante de mec qui a 14 ans, on dit on va faire n'importe quoi et on va devenir très riche. Donc il y a cette espèce de dualité complètement folle et qui me fait un petit peu rêver quand même. Mais je détesterais vivre avec eux. Oui, ça, je comprends. Jules, peut-être? Waouh. Bah moi, le plaisir coupable, je dirais forcément un film de romance. Je vais aller chercher dans... En fait, là, ça m'est venu. Il y a ce film de la rencontre de Brad Pitt et Angelina Jolie, où ils sont genre agents secrets. ah, Mister Oui, Miss. c'est- Mystère, gros plaisir coupable en vrai. Voilà. Bon.
Bon, mais voilà, encore une fois, hein, pas de culpabilité à avoir. Si ces films ont été faits, c'est bien qu'ils devaient plaire à quelqu'un. Et non, mais tu vois, il y a des films qui sont créés pour être complètement honteux au point qu'on les cache et qu'on s'enroule par terre de honte, quoi. Bah, Moi, plaisir mais- coupable aussi, hein, plaisir coupable de l'adolescence. Et peut-être une dernière question. Un film qui vous donne la nausée. Un film qui vous dégoûte. Bon, après, pas besoin de... Pas besoin de shamer qui que ce soit non plus, hein, mais... Bon, on peut. Ouais, bah, allez. Moi, je dirais comme ça, genre les Nuits de la pleine lune de, de Eric Romer avec Fabrice Lucchini. Je me souviens plus du nom de l'actrice, mais ouais, Pascal voilà. Augier. Augier. Non, c'est pas ça. Pascal Augier. Bah, ce film Avec ça. Je vais pas limiter, en fait. Non, mais ouais, je sais pas. C'est le tout. C'est la manière dont on parle. C'est la manière dont on danse, dont on vit cette époque qui devait être sûrement géniale, mais je sais pas pourquoi c'est épidermique. C'est un peu comme quand le médecin te met l'espèce de languette en bois pour étudier le fond de ta gorge. Ça me donne des frissons. Genre. Julie? Je sais que c'est une question qui divise beaucoup, mais pour moi, ça va être 3 souvenirs de ma jeunesse. Oh, ça divise pas tant. Enfin, qui veut défendre 3 souvenirs de ma jeunesse autour de cette table? Moi, j'ai bien aimé quand je l'ai Moi, j'ai regardé. un souvenir de 3 souvenirs de ma jeunesse. Ça m'a pas paru horrible, mais Non, mais la nausée quand même. Bah, On a vu pire dans sa vie, non? pour moi, ce qui me donne la nausée, c'est quand je vais regarder un film et je vais faire « Oh !» Il y a cette espèce de lyrisme que je supporte pas Ouais. dans ce film. ouais. Désolée. Non, ben moi j'ai envie de le prendre au sens premier degré du terme, donc j'aurais dit Irréversible de Gaspard Noé Mm. pour le vertige, le tourbillon. Il y a un plan, je sais plus si c'est le début ou la fin, ou si c'est les deux. Je sais plus si ce film fait une boucle un peu, où ça commence, ça tourne. Puis bon, il y a une scène de viol de genre un quart d'heure dans un tunnel, c'est pas... Ouais, non, oui. Mais c'est un peu facile comme réponse. Bah, Ouais. je suis désolé de prendre le truc au sens littéral du terme, mais ça fout la gerbe un peu. Oui, non, mais on est d'accord. De toute façon, moi aussi, au sens un peu littéral du terme, on en parlait l'autre jour, mais je pense au film de Baz Luhrmann, genre le Elvis là, qui est sorti cette année, où, encore une fois, enfin, il fait des effets d'image tout le temps, des effets de mise en scène hyper excessifs. Moi, je trouve qu'on dirait un vomi d'image, quoi. Je supporte pas, c'est trop. Ça fait mal aux yeux, en fait. Moi, ça me déplaît. Mais maintenant qu'on a donc un peu plus d'informations sur vos goûts et vos personnes, on va peut-être passer du coup à un premier volet de notre discussion pour interroger justement chez vous, puisque vous avez chacun évoqué un rapport à l'image, à la création pour Julie et Jules d'images aussi de cinéma, qui vient interroger dans un certain sens le réel. Et c'est vrai que vous êtes tous les trois, que les auditeurs le sachent et les auditrices, vous êtes tous les trois très jeunes. Et il y a cette idée que finalement, on créer un film quand on est jeune, c'est aussi bricoler avec des bouts de ficelle, avoir une économie de moyens, enfin devoir composer avec une économie de moyens qui peut être très intéressante, qui peut être stimulante, qui peut être fertile à la création, mais qui pousse aussi à devoir puiser dans ce qu'on a à l'immédiat de nous, c'est-à-dire nos amis, des situations qu'on rencontre véritablement, un décor qui est notre véritable appartement. Finalement, on est obligé d'insérer ces films dans un quotidien qui est le vôtre. Obligé d'ailleurs, c'est peut-être un peu m'avancer. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous connecte dans une certaine mesure. Peut-être Julie en première, notamment avec Kissing in a Cabriolet, qui met en scène Martin et Pauline, sa petite amie, en train de s'embrasser, et sur lequel tu viens jouer vraiment sur cette question de vrai, faux baiser de cinéma. En fait, quand je fais des images, finalement, ce que je préfère, c'est tout le moment où je vais être amenée à chercher des choses qui vont rendre bien. Ou pour Kissing in a Cabriolet en particulier, j'avais un budget de 0. Et j'ai eu quand même pas mal d'aide parce qu'à l'époque, j'étais encore aux Beaux-Arts. Donc, déjà, merci Jules Talbot, ici présent, qui m'a prêté sa caméra à l'époque avec laquelle j'ai filmé. Et puis,
je connais très bien Pauline de Fongalan, qui est aussi mon actrice pour ces projets-là, qui est une artiste remarquable. Et ça fait 10 ans qu'on se côtoie. Et ça fait des années que je la filme et je la photographie. Et puis après, elle m'a présenté Martin. Et puis, je trouvais ça génial de travailler avec eux deux. Et de les mettre en scène de manière hyper glamour, hyper cinématique. Donc j'ai trouvé une voiture qui est la voiture de mon copain, qui est une Mazda MX-5 NA, donc un cabriolet rouge des années 90 avec les phares qui sortent. Et je voulais avoir comme la lumière d'un tunnel au-dessus, donc on n'allait évidemment pas filmer dehors. Un parking, c'était trop bas. Il fallait trouver un endroit où on puisse mettre la voiture qui supporte le poids. Et on a tourné dans une salle de répétition de théâtre. Donc on a pu mettre la voiture parce qu'il y avait la place de rentrer des décors, donc de rentrer la voiture. Et c'était mon copain qui faisait la lumière au-dessus, donc il tenait la chandelle en fait, pendant qu'il y avait ce baiser dans la voiture. Et c'est un film qui a été fait comme ça, avec les lumières empruntées et rien, et à l'image qui est quand même très fort et qui fait écho à des productions colossales dans son esthétique. Et après... Et tu penses que finalement cette contrainte c'est quelque chose qui va venir alimenter ton inventivité, le fait de devoir trouver des recours, des moyens, c'est quelque chose qui participe finalement de ta conception de l'œuvre, cette limite? Ah bah, tout par-delà, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est qu'il faut toujours aller chercher, il faut bricoler, c'est une quête, quoi, moi j'adore. En fait, finalement, tout est possible en magouillant un peu. Non, un peu. Bah, c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser à Jim Jarmusch dont Stranger Than Paradise. Il a pu le réaliser parce qu'il avait bossé sur un film de Wim Wenders à qui il restait de la pellicule et qui lui a donné. Et il n'avait pas les moyens de s'offrir suffisamment de pellicules et il a pu faire un court qui après est devenu un long et qui a eu la caméra d'or à Cannes et qui a lancé la carrière de Jim Jarmusch. Donc cette idée finalement qu'il n'y ait pas de limite, même quand très objectivement il y en a, je pense que c'est intéressant. Toujours sur cette idée de réel, en revanche, j'aimerais bien, Jules, que tu nous parles un peu de ton œuvre, puisque tu nous disais avant l'émission, en discutant, en la préparant, que tu pars souvent en fait, d'anecdotes entendues, de faits racontés, rapportés, que tu viens empiécer finalement dans des problématiques personnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Ouais, en gros, chercher une histoire, c'est un truc qui est extrêmement difficile, je trouve, quand partir seulement de soi-même et aller chercher au fond de son imaginaire une histoire à raconter, c'est hyper difficile. Et moi, comme je suis très mauvais scénariste, je pars plutôt d'événements vécus ou alors justement d'anecdotes de vie qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui sont des histoires racontées qui peuvent me toucher, des brefs de comptoir, des trucs comme ça. Et par exemple, mon premier film qui s'appelle Salade tomate oignon, c'était en gros, on m'avait raconté une histoire de famille de ma cousine qu'on avait foutue dans un train quand elle était super jeune et qui avait passé tout le trajet toute seule dans ce train. Et puis bon, alors je me souviens même plus tellement de la teneur de l'histoire, mais c'était vraiment une histoire de famille un peu voilà, catastrophe. Et moi, ce qui m'avait un peu questionné, c'est mais qu'est-ce qui se passe si on met un enfant dans un train et que à la sortie de ce train, personne vient le chercher? Et du coup, en fait, j'étais juste parti de ce truc-là pour aller vers après, au même moment, j'étais un peu en plein dans un questionnement existentiel vis-à-vis de ma relation avec ma mère. Et en gros, j'ai fait tout un mix comme ça où j'ai créé ce film où c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive dans une gare, on l'a foutue dans un train, elle est toute seule et personne ne vient la chercher. Et c'est un jeune homme un peu voilà, qui traîne, quoi, qui finit par se rendre compte que cette petite fille est toute seule et qui va rester avec elle et la raccompagner au terme de la journée avec quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle. Et en fait, on comprend que ce mec, cette petite fille, elle va venir faire le miroir un peu de la situation de ce jeune garçon. Et on comprend que voilà, il a un rapport conflictuel avec sa mère. Voilà. Et en fait, j'avais juste besoin de faire un film sur un rapport mère-fils. Et je suis parti de totalement autre chose. Voilà. Et finalement,
L'idée, c'est d'aller toujours puiser dans un sujet pour peut-être venir parler de quelque chose de plus sous-jacent. Voilà. Après, moi, j'ai fait d'autres films. Et le dernier que j'ai fait, c'était l'histoire d'un mec qui part faire une fuite en avant dans un pays où il fait froid. En l'occurrence, c'est la Finlande. Et qui, en fait, va se perdre jusqu'à se mettre en danger tout seul dans la forêt. Et en gros, ça, c'est bon, ça part d'une expérience vécue de voyage. Mais l'idée, c'est toujours en fait d'aller vers l'expérience du réel et de venir la fictionnaliser, la romantiser, quoi. Et en fait, un peu à l'inverse de ça, il y aurait du coup Martin qui vient directement Romantiser son romantiser réel. le réel, peut-être. Pourquoi? Bon, alors, Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu as fait au mois de décembre, par exemple? Bah oui. Si tu me le demandes, je vais le faire. Non, mais j'ai bossé dans un aéroport pendant 10 jours. Donc j'ai littéralement vécu dans un Radisson. Pour ceux qui voyagent et qui font du business ou des trucs comme ça, c'est des hôtels de passage qui sont généralement situés dans des villes, mais aussi vraiment très très proches de l'aéroport, c'est-à-dire dedans. Donc j'ai passé 10 jours à vivre dans un aéroport, à me nourrir dans tous les magasins, enfin tous les trucs de supermarché, de composer mes menus entre les différents restaurants, à traîner le soir soit dans mon hall d'hôtel ou dans l'aéroport. Et, et c'était vraiment, vraiment pas très agréable d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, effectivement, tu as cette histoire de forcément qui naît, quoi. Effectivement, tu as 12 milliards de scénarios possibles qui peuvent naître dans la tête de Julie, j'imagine, à travers ce genre de choses. Mais j'aurais peut-être aimé qu'elle soit là pour se rendre compte que finalement, putain, je l'en ferai pas 2 fois. C'était à Oslo où t'étais, et du coup j'en profite pour te demander, Jules, si tu pourrais faire un film là-dessus. Est-ce que ça t'inspire, toi, ce personnage? Moi, ça m'inspire un film de genre Aki Kaurismäki, tu vois. Une espèce de personnage Ouais. complètement un peu en décalage. Déjà, le côté... Enfin, pourquoi t'es parti travailler dans un aéroport? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Ah non, mais Non, mais c'est surtout, en plus, c'est la durée, tu vois. C'est de se dire, t'es parti travailler dans un aéroport 10 jours. Donc, pourquoi faire? Pourquoi 10 jours? Et pourquoi à Oslo? c'est des missions d'intérim. On m'a proposé de partir à Oslo. C'était bien payé. L'argent m'a motivé, j'imagine. Moi, ce que je Je sais pas si trouve... moi, je pense romantique, que ce qui mais- t'a motivé, c'est le fait d'avoir une bonne histoire à raconter. Non, mais après, ce qui est sûr, c'est que ça me faisait triper de partir à Oslo. J'y étais jamais allé. Tous les moyens sont bons pour s'échapper. Et effectivement, j'ai quand même eu l'occasion d'aller me balader un petit peu à Oslo sous moins 20 degrés. C'était génial, ça aussi. Mais oui, évidemment, c'est du partage après toute cette histoire. Mais qu'est-ce que t'es allé faire concrètement dans cet aéroport Alors, je pendant suis allé 10 faire jours? de la dorure sur des parfums Yves Saint Laurent. Non, mais Donc, voilà, tu vois, ça c'est le truc aussi. On s'attend pas à ce que tu nous dises ça à ce moment-là, tu vois. On s'attend à ce que tu nous dises, bah j'ai guidé des avions, ou j'ai... J'étais dans une tour J'ai de fait- contrôle. tu vois, j'ai été en train d'aiguiller des valises. Non, mais c'est vrai que même moi là-bas, je pouvais pas m'empêcher de vivre ça comme un rôle, quoi. Parce que dans tous les cas, de toute façon, ça s'appelle une mission d'intérim. Donc, je suis parti là-bas, j'avais acheté un petit costume de Fursac sur Vinted à 30 balles. J'étais habillé tout en noir, tous les jours de la même manière. J'avais mon pass pour passer le check-in et aller dans le duty-free. Parce que oui, j'ai quand même bossé dans le duty-free et pas que dans l'aéroport. Donc, c'est quand même un autre monde encore dans l'aéroport. Avec, le monde du duty free. Enfin, oui, c'est assez drôle d'une manière ou d'une autre. C'est assez tragicomique, mais il y a un film qui a été fait comme ça qui est beaucoup plus tragique. C'est l'histoire de réfugié qui a vécu pendant je sais pas combien de temps dans un terminal d'aéroport à New York.
et qui est une histoire vraie. Mais tu parles du Terminal avec Tom Hanks. Non, non, Euh, non. non, 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 non. Mais non, en non, non. l'occurrence, c'est une espèce de réfugié d'un pays imaginaire qui n'existe pas, mais attends, mais de quel film Non, tu parles? il est très bien ce film. Ouais. Pour le coup, ce film Bah est si, très- c'est peut-être ça, ouais. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais en fait, du coup, on m'a dit ça après. C'est un film plaisir coupable pour certains et pas pour d'autres, c'est ça? Oui, mais je crois que c'est une histoire C'est une complètement vraie. histoire, hein. ça, Mais un- c'est une vraie un histoire réfugié. Ouais. C'est pendant la guerre au Kosovo et Ouais. l'ambassade qui est. Tu sais que le Kosovo est un vrai pays. Oui, non, mais là, dans le film, Tout- c'est tout la n'est pas Cracovie, filmé, ou je Jules. sais- Je crois que c'est ça, c'est parce qu'il y a un coup d'État. Il y a un coup d'État Mhm. pile au moment où Ouais. le type arrive à l'aéroport et en fait son ambassade est fermée et son pays existe plus. Il perd sa pendant, nationalité. pendant quelques jours quoi. Je pense qu'il y a des gens Il a qui ont juste bu pas le du droit gin de tonic sortir de- dedans hier. Oh, désolé. Je pense qu'il y a des gens qui ont bu un petit gin tonic dans mon verre hier, parce que ça sent encore un peu l'alcool, c'est bien. Non, non, mais c'est parfait. C'est du gel hydroalcoolique. Ça réveille. Cela étant dit, je pense que quand tu dis Jules, tous les moyens sont bons. Pardon, quand tu dis Martin, tous les moyens sont bons pour s'échapper. Moi, je trouve que c'est un réflexe de personnage principal d'un film. C'est pas un réflexe qui ressemble nécessairement à celui de tout un chacun au quotidien. Mais Je, non. je veux pas non plus te romantiser plus que tu ne le souhaites, mais c'est vrai que ton statut ici de muse de Julie te précède quelque part. Oui, bah, mais non, mais moi personnellement, c'est pas, j'imagine pas ça comme romantiser quoi que ce soit. C'est le moyen de s'échapper, c'est le moyen de rêver, c'est un moyen de voir d'autres choses. Et avant tout, c'est ça qui me plaît. Après, ce qu'on en tire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun en tire ce qu'il veut ensuite. Chacun écrit ce qu'il veut dessus. Enfin, effectivement, ça fourmille de scénarios possibles. Enfin, chaque histoire, même ici, je pense que tu mets un mec comme Quentin Dupieux, il te fait un film complètement chelou à partir de là. Tu mets un Nicolas Ray, il te fait un truc aussi hyper différent. Enfin, je veux dire, dans chaque vie, c'est comme les arbres sur lesquels les animaux viennent se gratter, quoi. Chacun verra pas le même arbre. Genre, un ours, il a besoin d'un conifère et un lapin, il va pas voir le même arbre, il aura pas la même utilité, quoi. C'est un peu la même chose. Non, mais parce que je veux dire, c'est que chacun il projette ce qu'il veut, voilà. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette continuité, je sais pas, ce continuum même entre finalement la contrainte de moyens et le fait de devoir du coup puiser davantage de ressources dans le réel pour créer de la fiction. C'est vrai que là-dessus, pour moi, il y a aussi une énergie qui est très proche de la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais de Stranger Than Paradise, mais en vrai, on pourrait aussi parler de C'est arrivé près de chez vous, ou même des films de Larry Clark. Enfin, il y a quelque chose où on a le sentiment que c'est des films qui ont été créés avec des groupes préexistants, qui se sont donné les moyens et qui ont mis les efforts et se sont investis suffisamment pour aller fabriquer quelque chose avec leurs petites mains, sans forcément toutes les possibilités qu'on imagine généralement dans le monde du cinéma. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui te tient vraiment à cœur, Julie, d'avoir cette espèce d'équipe, en fait, autour de toi. Quand je dis que Martin est ta muse, c'est aussi ton ami. Jules te prête sa caméra, mais c'est aussi ton ami. Et j'aimerais bien que tu me parles de ce rapport-là au tournage et aux équipes proches, quoi. Ça me donne envie de parler d'un film des années 50 de Robert Frank qui s'appelle Pull My Daisy, où dans son loft à New York, il a réuni des gens qui étaient proches de lui, qui à l'époque étaient très jeunes et qui ont été à devenir des grands poètes, des grands écrivains, des grandes actrices. Il y a Delphine Seyrig, il y a Jack Kerouac, et cette espèce d'équipe où à l'époque c'est juste des amis qui aspirent à devenir et qui ensuite sont devenus. C'est un truc où moi je mets une attention très forte à bien m'entourer, parce que pour moi la vie c'est ça, et en fait j'ai une très très belle équipe. Et quand je vous vois tous autour de cette table, j'ai qu'une envie, c'est qu'on parte dans une baraque, de mettre une caméra pendant 3 jours, et je sais que ça va être formidable. Enfin, en fait, c'est ce truc où, par exemple, travailler Tu avec... nous surestimes. Non, mais travailler avec Martin et Pauline, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai envie de continuer de le faire, parce que finalement, c'est très facile. Il n'y a presque rien à faire.
en fait. Il suffit juste de faire un peu de décor, d'avoir une caméra potable, d'éclairer convenablement, et puis l'image est à leur image, c'est-à-dire forte, dense, aussi esthétisante, parce que pour Martin comme pour Pauline, on peut les faire jouer différentes époques. On peut leur faire un truc très contemporain, mais aussi très années 50. Enfin, il y a une force picturale très présente. Et là-dessus, finalement, peut-être la question qui va faire écho au titre du podcast. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour qu'un jour on décide de faire un premier film? Peut-être Jules. Mais ça, c'est une question. Comment on passe de ce confort de spectateur, de ce plaisir d'image, à l'envie vraiment d'en créer soi-même? Je sais pas, comment ça s'est passé pour toi, du moins, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de réponse absolue, évidemment. Bon, moi, mais c'est personnel, c'est juste que moi, ça remonte à quand j'étais au lycée et que je me posais la question de, ok, va bientôt falloir que tu t'orientes, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu veux être prof d'SVT? Enfin, voilà. Et Tu t'es imposé cette je me question-là. suis... J'étais pas mauvais en SVT, donc... T'as hésité, La prof géologie. d'SVT, cinéaste. Non, mais... en fait, c'est juste... À un moment, bon, moi, j'ai eu une scolarité un peu... J'ai changé de lycée, et du coup, j'ai dû abandonner une option pour... parce qu'il n'y avait pas dans mon nouveau lycée. Et pour un peu faire bon élève, je me suis imposé à moi-même de la remplacer par une nouvelle option. Et du coup, c'est tombé sur l'option cinéma. Voilà. Et donc, moi, j'étais filière scientifique, mais nul en maths. Voilà, c'était pas vraiment fait pour moi. Et donc, un jour, je débarque option cinéma pour remplacer mon option, je sais plus ce que c'était, allemand européen que j'avais plus. Et là, je réalise que en fait, c'est le mercredi après-midi à 14h, c'est-à-dire l'heure à laquelle, normalement, quand tu es au lycée, t'as pas cours, tu vois, t'as juste pas envie d'y aller. Et en fait, je fais un cours et je trouve ça trop bien. Et là, on nous dit, voilà, l'objectif de l'année, ça va être de faire un film, vous allez faire un groupe, tout ça. Puis bon, bah, j'ai un peu pris le lead d'un groupe et j'ai écrit un truc. Les gens ont dit, ok, bah, c'est toi qui vas le réaliser. Et en gros, de toute cette année de terminale où bon, moi c'était un peu la catastrophe, hein. Franchement, les maths c'était pas trop ça, genre 2 de moyenne, tu vois. Le seul truc qui me donnait encore la patate de me lever, c'était cette option cinéma le mercredi à 14h. Et donc en fait, c'est plus un truc de me dire, ok, là j'avais trouvé quelque chose qui me faisait vibrer. Après, quand j'ai fini par avoir mon bac, un peu de l'ordre du miracle, mais quand je suis après parti en études supérieures à l'université, que j'ai fait une licence de cinéma, puis après un master, bah, du coup, il a fallu un peu se réinventer, se reposer la question de, bah ok, du coup, pourquoi je veux faire un film? Parce que ça peut pas être que un truc... Mais je crois vraiment que c'était l'idée de se faire plaisir. En fait, c'est un truc qui m'amuse. C'est un truc qui... chercher une histoire à raconter, c'est ça peut être juste un but en soi, quoi. On peut se raconter des histoires au café, mais si on peut les raconter en film, c'est encore mieux, quoi. Dis-moi si je me trompe, mais on avait pas mal échangé il y a quelques années quand j'avais fait mon mémoire aux Beaux-Arts de Paris, où je parlais de la nécessité de faire des images. C'était le cinéaste avec qui j'avais échangé à ce moment-là. Et te connaissant quand même assez bien, tu as un mode de vie un peu dangereux. Tu as un mode de vie complètement fou. Quand je t'ai rencontré, tu faisais la fête tout le temps. Aujourd'hui, tu as 2 motos, bientôt 3. Il y a cette espèce d'animation folle et de désir de brûler la vie très fort. Et à l'époque, tu m'avais dit, en fait, il faut que je m'efforce à faire des films au lieu d'essayer de les vivre. Est-ce que c'est toujours un statement pour toi? Bon, alors, je me suis calmé déjà sur la fête et tout, mais... Et pas sur les motos. Non, pas sur les motos. C'est de la compensation. En fait, je pense que j'avais ce truc, ce désir de vivre des personnages. Je pense qu'aussi le désir de faire un film, c'était aussi avant tout le désir, peut-être comme Martin, celui de vivre une vie, tu vois.
et de s'identifier à un personnage, tu vois, je sais pas, je pense à c'est tous ces personnages qui font des fuites en avant. Ça, c'est la thématique de mon dernier film. Et par exemple, c'est Wim Wenders, il fait ça très bien, Paris, Texas. Je me suis perdu dans ma propre pensée. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que euh, c'était peut-être un désir de vouloir vivre des aventures et de me rendre compte que il était peut-être plus intéressant d'essayer de, au lieu de les vivre soi, de les romancer et puis de les faire vivre à l'écran en faisant travailler des vrais comédiens, des gens qui étaient peut-être plus à même d'être à fleur de peau des envies de cinéma que moi je pouvais avoir. Et pardon, je pose la question, peut-être que j'aurais dû commencer par toi, Julie. Comment t'es passée de la photographie à la vidéo, au film? Pourquoi cette nécessité finalement, ou ce besoin de, du mouvement? Parce qu'en plus, tu fais des. Enfin, jusqu'à présent, les films que tu as pu faire, c'est beaucoup de plans fixes. Donc, c'est. Oui. Pourquoi cette nécessité du mouvement dans l'image, du coup, pas forcément du cadre Enfin, pourquoi le passage à la vidéo? Euh, Ça dépend des sujets, mais les photographies que je fais, les images que je fais, j'aime beaucoup avoir un dialogue aussi avec le hors-champ, avec ce qui se passe en dehors, avec que ce soit comme une sorte de moment suspendu où il y a un avant, un après et la photographie au milieu. Et avec certaines pièces comme Kissing in a Cabriolet, bah, j'avais envie que ce soit dans un tunnel pour qu'il y ait cette espèce de violence latente, de gestes aussi très esthétique, très glamour, très lancinant, comme ça, avec ce baiser très fort. Et en fait, en photo, j'aurais pas pu atteindre ça. J'avais besoin du rythme, j'avais besoin de la durée aussi. Et j'avais envie que la pièce soit immatérielle, qu'elle soit projetée. Donc, ouais, la vidéo, c'est vraiment quand l'image fixe ne suffit pas pour moi. Et puisqu'on a bien parlé quand même d'un certain rapport au réel, etc., donc maintenant au mouvement, je pense que ça serait aussi intéressant parce que d'évoquer la part de sincérité que vous avez les uns et les autres à investir dans vos œuvres, dans vos images. Et en fait, j'aimerais bien savoir, Martin, parce qu'on parle beaucoup, ou en tout cas on a déjà évoqué là l'idée que dans Kissing in a Cabriolet, t'es pas juste comédien, t'es aussi toi-même, une petite amie de Pauline qui est là, etc. Vrai, faux, baiser, etc. Mais en fait, toi, tu en penses quoi? À quel point tu es sincère? À quel point tu penses que c'est un rôle que tu joues à ce moment-là? À quel point, au contraire, tu montres peut-être quelque chose de toi? Est-ce que c'est quelque chose auquel t'as pensé ou... Euh, En fait, je pense que c'est un peu la part mystérieuse des images euh, de la réalité et de ce qu'on a au fond de nous en fait. Là par exemple, je porte des chaussures Decathlon Equidia et pour autant je suis pas venu à cheval. Euh, mais, euh, mais non, mais c'est pas c'est pas si absurde, c'est que il y a moi j'aime porter ces chaussures parce que ça me rappelle les chevaux et que si je pouvais effectivement j'aurais pu venir à cheval et ça aurait été génial. Mais le fait est que, pareil, on est dans un cabriolet. J'adorerais avoir un cabriolet. Moi, ça me fait énormément triper d'embrasser ma copine dans un cabriolet. Maintenant, on se déplace à vélo ou en métro et on s'embrasse pas comme ça dans le métro. Donc, c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, et je pense que je peux parler aussi pour Pauline, euh, ça, ça ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que ça nous ressemble et ça nous ressemble pas. Donc il y a ce côté toujours un peu en aller-retour entre ce qu'il y a au fond de nous, ce qu'on aimerait être et finalement ce qu'on projette. Donc c'est un beau rapport à la vie d'une manière ou d'une autre. Peu importe l'image qu'on a en face de nous et peu importe ce qu'elle nous évoque d'ailleurs. Mais après, si je peux revenir sur ce, sur ce film-là et sur ce qui me plaît énormément dedans a posteriori,
Parce que c'est un peu comme pour Oslo. Moi, quand Julien m'a proposé ce projet, j'ai dit, ah ouais, cool, vas-y, trop bien, on le fait. Enfin, je me pose pas la question de savoir qu'est-ce que ça va faire, Bref. Mais en tout cas, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que du coup, oui, effectivement, en fait, il y a une forme de partage d'esthétique. Et c'est encore une fois ce que je disais, c'est que Julie a un côté où sûrement, elle me comprend mieux que d'autres me comprennent, par exemple. Euh, Là où d'autres pourraient se dire, ah bah lui, il est hyper énervant, à toujours jouer la comédie, ou à ouvrir sa gueule, ou à quoi que ce soit. Julie, elle, ça la fait marrer. Et c'est parce qu'elle sait que dans le fond, j'imagine bien qu'elle sait que c'est autant pour m'amuser moi, que pour rigoler avec mes amis, ou que ça peut aussi traduire, je sais pas, plein de choses au fond de moi qui sont des troubles ou des choses bizarres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, dans Kissing in a Cabriolet, euh, c'était ça traduit aussi le fait qu'on partage une forme d'esthétique. Et moi, je le trouve hyper angoissant, ce film. Surtout que je le rapproche effectivement d'un moment que je traversais dans ma vie qui était assez compliqué, que je suis avec ma petite copine, qu'il y a une lumière qui danse comme ça dans un cabriolet rouge. On ne sait pas ce qui va se passer. Et justement, c'est là où le cinéma concorde toujours avec. C'est un peu comme un bouquin qui te tombe sur la gueule d'une bibliothèque, tu te mets à le lire et tu te rends compte qu'en fait, ça correspond exactement à la période que tu es en train de vivre, quoi. Et c'est assez marrant de voir ça. Bref. Ça m'y fait penser, mais il y a ce truc, je trouve, quand on fait des images et on travaille avec une équipe, c'est hyper important pour moi que ce soit un moment exaltant, un moment sympathique, un moment joyeux, parce que dans l'histoire des images, en particulier, enfin, que ce soit la mode, que ce soit le cinéma, le rapport de la femme dirigée par l'homme est quand même souvent assimilé à un rapport de force. Et le regard qui peut être très oppressant du réalisateur, moi, c'est un truc que je tiens absolument à déconstruire. Et je pense aussi que faire tout ça, finalement, si on s'éclate pas à le faire, qu'est-ce qu'on a à offrir en le montrant aux autres, quoi. Donc, c'est... Et ça fait écho avec cette question justement de la sincérité, c'est-à-dire c'est pas seulement sincérité dans le propos qu'on essaie de tenir ou dans les images qu'on essaie de faire, mais aussi dans la démarche entière qui est celle d'un tournage, qui est celle de créer avec des gens, de composer avec des personnes. Et là-dessus, je pense que c'est aussi pour ça. Enfin, Julie, tu as eu une phrase qui était très belle l'autre jour. Tu m'as dit, en fait, je fais les images qui me manquent. Et ça m'a amusée parce que finalement, tu crées des images qui font souvent écho à des déjà-vus, à des références, à des canons qu'on connaît tous et qui sont dans nos imaginaires collectifs. Mais en fait, c'est des images qui te manquent, alors que ce sont des symboles quasi universels maintenant. Ouais, c'est vrai que moi, je suis une grande consommatrice d'images. J'ai certes zéro budget quand je filme des trucs, mais par contre, j'ai accès, comme beaucoup à cette table, à l'immensité d'images qui existent déjà. Et c'est vrai que Kissing in a Cabriolet, ouais, ça me manquait d'avoir cette espèce de tension en fait entre le, le grand baiser de cinéma, cette apothéose de fin de film qui arrive comme un soulagement ou qui est un peu trop lourde selon les films, et en même temps le dialogue avec cette espèce de tension dans un tunnel, ce truc en même temps complètement fictif où personne ne conduit et se roule des patins en même temps, donc on peut pas y croire. Et je sais pas, j'avais envie d'avoir ce truc qui soit tout aussi dense et dans la violence latente qu'il représente et dans son esthétique et dans son romantisme parce que moi c'est comme ça que je vis la romance aussi. Pour moi c'est une espèce de tout combiné où les choses sont... Je sais pas comment dire. En tension. Oui. C'est pas très radiophonique de faire des gestes quand on parle. Mais peut-être juste, il y a des sujets que vous avez envie d'aborder en particulier, parce que je crois que là on a déjà quand même abordé pas mal de choses. Bah, en fait, je trouvais ça beau, cette idée du manque. euh, Parce que en fait, ça me fait penser justement à comme une grande salle avec tous les costumes de plein d'acteurs différents et qui sont vides et que justement il manque quelque chose dedans. Et je pense que c'est un peu le rôle des images et du fantasme et du rêve. Et
Et c'est pour ça que, enfin, il y a un côté pour moi, parler de sincérité et de choses comme ça quant au cinéma, c'est, enfin, à moins d'être vraiment ancré dans une pratique du réel et de ne relater que ça, rien que ça. À partir du moment où il y a création et fiction, je veux dire, je pense que même enfanter un enfant, ça fait partie d'une fiction parce que on ne sait absolument pas ce qui va se passer par la suite. Et on projette énormément de choses dessus. Et je trouve que, enfin voilà, c'est juste pour réagir sur le côté sincère. Encore une fois, je pense que c'est vraiment un chassé-croisé de regard. Et ce que je trouve vraiment juste pour le coup, c'est qu'il y a un côté, dans toute création en tout cas, qui ressort au manque, je veux dire, intérieur aussi d'une manière ou d'une autre, enfin quelque chose à combler quoi. Et je trouve que c'est assez beau, justement, c'est ça qui est assez frappant justement, je pense, en regardant un film qui va nous toucher d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il va combler un manque pour un moment. Mais c'est vrai que même en tant que spectateur, finalement, on voit des films pour combler quelque chose peut-être qui nous manque. Quand tu disais je regardais Titanic et en fait ça me faisait pleurer systématiquement, mais en fait tu avais sans doute besoin de pleurer, tu vois. Peut-être. Et je pense qu'on ne regarde pas des films de façon complètement aléatoire non plus. Je pense que voir le récit d'autres vies, c'est quelque chose qui vient aussi remplir quelque chose que nous on n'accomplit pas forcément. Parce que moi je vais pas passer 10 jours à Oslo pour graver les parfums, donc j'ai besoin de me divertir autrement. Et je disais ça l'autre jour en préparant cette émission. Mais moi j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça que je me considérais extrêmement chanceuse d'aimer voir des films parce que je peux, en ne produisant quasiment aucun effort, avoir ma vie bouleversée par une œuvre que quelqu'un aura mis des années à injecter et à mettre en œuvre, justement. Et ben, c'est un luxe extraordinaire. Moi, j'ai juste à payer ma place de cinéma, quoi. Et je trouve que c'est aussi une force formidable. Donc, oui, venir combler quelque chose, que ce soit pour celui qui crée ou celui qui reçoit, c'est certain que c'est présent. Je sais pas si tu veux réagir là-dessus, Jules, un petit peu. Moi, j'allais dire que c'est peut-être pas tant les images qui manquent, mais les histoires. Enfin, moi, je sais que quand j'écris quelque chose, mais justement, j'écris. Je suis pas en train d'imaginer l'image que je vais faire. Les images, elles viennent d'elles-mêmes par la force bon, on tourne quelque chose. Mais je crois on essaye avant tout de raconter quelque chose qui est du fond. Pour moi, les images, c'est très anecdotique Tu pourrais écrire des romans, mais tu fais pas ça. Ou peut-être que si, d'ailleurs, je sais pas. Non, ça m'est pas encore arrivé. Par la force des choses, on fait des images. Mais je crois que c'est surtout ce qui nous anime, c'est les histoires, tu vois. Enfin, moi, c'est ce qui me traverse plus que les images en elles-mêmes. Les images, c'est vraiment juste un truc qui vient. C'est la cerise sur le gâteau quand je regarde un film. Oui, bah... Non, mais je veux dire, je suis pas traversé par les images. Je me sens traversé par la force du récit, de ce qu'on me raconte, tu vois. Évidemment qu'on les regarde, ces récits. Mais... Non, mais je pense que tu as raison. Et c'est vrai que je pense que moi, j'ai eu des chocs aussi esthétiques au cinéma, qui étaient peut-être moins liés à un récit. Et puis, j'ai eu des films... Enfin, moi, je suis très bon public aussi. Donc... les tire-larmes, ça marche très bien sur moi. Après, je sors et je dis, c'était quand même un tire-larme, mais je pleure quand même. Donc, je pense que ce qui est merveilleux, c'est quand ce choc esthétique peut être rejoint par une espèce de coup de poing aussi d'histoire, quelque chose où il y a une forme et un fond qui se marient parfaitement et qui nous satisfont complètement. Parce que moi, je pense qu'il y a une vraie satisfaction à voir une histoire, non seulement être bien racontée, mais être bien illustrée. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait une critique d'un film, quand on se pose la question pourquoi ce film m'a plu ou non, c'est soit l'histoire, soit les images, quoi. Parfois, c'est les deux, quand même. Oui, Moi, je parfois, remercie quand même Paul Thomas Anderson pour tous les films qu'ils font. Et je m'en remets pas, en fait. À chaque fois, ça prend des années. Parce qu'on parle beaucoup de cinéma, d'images, etc. Mais là, la vidéo, tu l'avais projetée à la Galerie du Crous, sous la forme d'une exposition.
Et là, elle était montrée complètement différemment, avec un public devant un écran. Et je voulais savoir si tu pouvais nous parler de cette différence. Rien que la taille de l'image, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a un format fixe? Enfin, quelle est la différence entre une installation et un film, une vidéo, un film? Comment tu conçois cette Kissing in a Cabriolet? C'était assez surprenant. C'est vrai que la pièce, quand je l'ai montrée à la Galerie du Crous, c'était dans une des salles de l'exposition avec 2 écrans, enfin 2 projections face à face. Donc ça s'éclairait d'un côté puis de l'autre. Et c'est vrai que moi j'aime bien laisser les gens très libres. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de voir 3 secondes de Martin et Pauline qui s'embrassent, il peut. Si quelqu'un a envie de rester 4 heures, il peut. Chacun est libre, quoi. Et c'est vrai que de projeter sur grand écran lors du festival Premier Film, ça a impliqué que les gens soient dans la salle et à regarder du début à la fin, donc pendant 10 minutes, long baiser qui dure quand même un petit paquet de temps. Et c'était assez stressant. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Premier Film si tout le monde se tire au bout de 3 minutes? Et je pense que c'était assez intéressant en fait, de me dire que déjà, à ma connaissance, personne n'est parti, donc ça m'a fait vachement plaisir. Mais aussi, c'était une expérience intéressante parce que c'est vrai que demander 10 minutes de leur temps aux gens, c'est pas non plus trop. Et c'était un petit moment plaisir aussi de me dire que waouh, il y a des gens qui ont regardé cette pièce, qui ont été touchés, qui ont été bouleversés. Le rythme a aussi fait son travail sur les réflexions possibles des uns et des autres, quoi. C'est aussi des images qui sont faites pour amener à penser sur sa propre expérience, sur les films qu'on a aimés, sur la romance, sur les souvenirs. Je sais pas quoi. Non, Bah, je pense que c'est parce que Julie, elle est généreuse et qu'elle propose tous les formats possibles. Elle pourrait nous le montrer sur son iPhone. Elle a juste envie de partager ses images. Bah oui, c'est hyper important parce que les images, je fais des images que pour moi et celles-là, je les diffuse pas. Elles sont... Non, mais je veux dire, elle est généreuse. C'est-à-dire que si tu vas prendre l'apéro chez elle, elle va te sortir les meilleures bouteilles, elle va te sortir la meilleure bougie pour que ça sente bon, le meilleur encens. Et je pense que ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas tant technique que humain, en fait. Julie est une personne très humaine, on peut le dire. Non, mais il y a ce truc où, en fait, finalement, prendre du temps dans sa vie et avoir la chance de se dire, moi, maintenant, je fais des images et je travaille avec des gens, c'est un luxe inouï, en fait. Et je trouve ça très important de bien le vivre. C'est-à-dire de faire des images, de travailler avec des gens qu'on apprécie, d'avoir une liberté de composer des images et de pouvoir les transmettre aux autres. Et il faut aussi que le moment où on fasse l'image soit joyeuse, quoi. Travailler avec des personnes, moi c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot acteur, en fait, parce que Martin, finalement, t'es artiste, t'es le copain de Pauline, mais t'es aussi l'acteur de Kissing in a Cabriolet. C'est très poreux et je pense que quand on travaille avec des gens, c'est pas juste tu viens le premier jour, on fait le tournage et puis tu t'en vas. C'est tiens, je vais t'en parler, j'ai envie que quand on fasse le tournage, toi tu sois confortable avec l'idée de le faire, j'ai envie que ce soit un moment qui soit pas désagréable, j'ai envie qu'on célèbre aussi les choses, j'ai envie que ce soit un dialogue, quoi, que ce soit très très humain. Et est-ce que tu as des futurs projets? Ouais, justement, on n'est pas sorti de l'auberge, Martin. On va s'y remettre. Il y a ce truc quand même chez Martin qui est très inspirant parce que il y a l'histoire d'Oslo, mais généralement il y a toujours une petite anecdote, une petite réflexion très cinématique dans ta façon d'être. Et il s'avère qu'on a tous les deux une grosse appétence pour les images de cinéma américain, en particulier à New York. Et en particulier autour de la notion de anti-héros masculin, comme par exemple Macadam Cowboy, comme par exemple Good Time des frères Safdie. Il y a cette espèce d'attrait qu'on a pour cette figure d'homme dans les rues de New York qui est parfois en déclin, mais à l'image de la ville. Et en fait, la notion de anti-héros masculin, moi je me rends compte, c'est des films que j'adore, qui sont toujours faits par des hommes.
et je m'identifie toujours vachement mieux au anti-héros homme qu'au héros homme. Parce que le héros homme, il a souvent une copine, et puis en fait, par la force des choses, je me retrouve à m'identifier dans la femme. Mais les anti-héros femmes, elles sont toujours excusables. Soit elle est très méchante parce qu'elle est moche, soit elle est très méchante parce qu'elle est vieille, soit elle est très méchante parce qu'il lui est arrivé un truc terrible, mais elle a toujours cette espèce d'excuse. Et chez le anti-héros homme, il a le droit d'être profondément mauvais, raté, de mauvaise humeur. Et ça m'intéresserait de travailler sur cette notion-là, de regard, avec un regard féminin, en fait, de retravailler la notion d'anti-héros. Je pense qu'avec... en plus, c'est assez intéressant parce que Martin, qu'on ne voit pas par le podcast, a quand même un visage très cinématique, quoi. T'aurais pu être Marlon Brando dans les années 50 sans aucune... Au moins, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc, comme tu t'avais écrit sur Kissing in a Cabriolet, où c'est vraiment le visage du jeune premier de cinéma, quoi. T'es jeune... C'est marrant parce que c'était la deuxième personne qui dit ça. La première, c'est quand je faisais de la figuration sur un film de Danny Boone, qui m'a pris à partie et qui m'a fait « Toi, le jeune premier, là-bas, là. » Donc je pense que ça pourrait être intéressant de travailler sur ces images avec toute l'affection qu'on a dessus, et en même temps d'apporter quelque chose de nouveau, un nouveau regard en fait sur cette figure-là. Et de le faire un peu en famille. Moi j'adore l'idée que ce soit la mère de Scorsese qui fasse à bouffer sur les films. J'adore l'idée que Cassavetes, il hypothèque sa maison et qu'il a fait les plus beaux films en étant toujours dans la dèche. Et là j'aimerais bien aussi qu'on travaille avec ton petit frère. Timothée, qui... en fait, je trouve que vous vous ressemblez tout autant que Joaquin et River Phoenix se ressemblaient, quoi. Il y a ce truc, le esthétique, le blond et le brun, tout aussi jeunes premiers du cinéma l'un l'autre, des énergies très différentes, et cette aussi réalité où vous êtes assez proches, quoi. Enfin, voilà. Donc après, je vais continuer de faire un petit peu ce projet-là avec Martin et Timothée et évidemment Pauline de Fontgalant. Et je remercie déjà Jules de me prêter sa caméra et Jeanne et sa moto et Jeanne d'accompagner tous mes projets. Oui, ça c'est un autre. Je suis pas au courant. Tu veux conclure? Tu veux nous faire un petit slam? Tu veux nous faire un petit slam? Je suis très nul en slam. Je suis meilleur en... Mais qui est bon en Qui est slam? bon en slam? C'est ça la question. Même les gens qui font du slam sont généralement pas très bons. Je crois Ma que le petite slam sœur est est pas trop fait, forte en slam. C'est vrai? Ouais, je te jure. Putain, stylé. Ouais. Trop bien. Ah oui, il y a aussi ce truc sur la question de l'acteur où finalement, Martin, dans ta famille, il y a ce truc très vrai de tradition, de lien très fort. Ah, on au... peut pas rentrer là-dedans. Ok. Non, c'est juste plein d'émotions. Mais c'est là le manque aussi, hein, j'imagine. C'est que c'est... J'ai autant été éduqué par ma grand-mère que par ma mère, et ma grand-mère a eu des grands rôles au théâtre. C'était une femme d'une beauté extraordinaire, mais pas que, évidemment, superficielle, dont le visage, comme toute grande actrice de théâtre, traduisait 12 milliards d'émotions à la fois. Elle, c'était peut-être 6 milliards, parce que finalement, elle était très ancrée dans des rôles de tragédienne, on va dire. Enfin, pas on va dire, de tragédienne, complètement. Ce qui fait que sa vie est encore aujourd'hui une tragédie d'une manière ou d'une autre. Et que quand elle te raconte une histoire, il y a cette dimension très emphatique de l'émotion qui ressort. Et mon grand-père aussi a eu une très belle carrière, mais tous deux, bizarrement, là où je pense, avec sincérité et partialité, auraient eu des carrières très très belles dans le cinéma, ne les ont pas eues pour 12 milliards de raisons qui pourraient aussi être des scénarios, des très beaux scénarios. Mais donc oui, il y a cette dimension qui est vraiment belle. Mais ça, ce serait un beau projet à faire, un beau projet de film, ouais. C'est vrai que quand on parle de ça, moi, à chaque fois, je me dis, mais il y a un rapport très, très fort entre la réalité et la fiction, quoi. En particulier, c'est pour ça que je travaille avec toi et Pauline autant, et que là, j'ai envie de faire ce projet avec toi et ton frère, et ce lien entre ton rapport dans ta fratrie ou dans ta famille qui sera sous-jacent, quoi. Dans des images de fiction, toi, mise en scène, en train de courir dans des rues avec des revolvers, où je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il y aura une petite part de vrai, quoi.
Sur ces perspectives réjouissantes, je voulais remercier Alice de nous avoir accueillis ici et évidemment chacun d'entre vous pour avoir répondu à mes questions. Et ça a été vraiment un plaisir que d'être derrière les micros aujourd'hui. Merci à tous les 4 d'être venus ce matin pour les conversations premier film. C'était hyper intéressant de vous écouter sur cette ligne tangente entre la réalité et la fiction, chacun dans vos rôles ou vos vies. Et merci. Merci beaucoup. Muchas gracias.